Voici ma Nissan GT-R à 30 000 livres. Et voici une cabine de peinture à 300 livres. Aujourd'hui, on va essayer de peindre ma Nissan GT-R dans la cabine de peinture de 300 livres installée dans mon jardin. J'ai acheté cette Nissan GT-R pas chère aux enchères. Vendue. Elle a été accidentée et j'ai essayé de la réparer en moins de 24 heures. Mais il restait encore quelques tâches à faire avant qu'elle soit enfin réparée. Et l'une d'elles était la peinture. Oh. Mais avant de parler de peinture, je voulais clarifier quelque chose. Avant de commencer, vous avez vu dans la dernière vidéo à quel point cette voiture était sale. Je pense qu'elle n'a pas été nettoyée depuis des lustres. On dirait qu'il y a des couches de saleté qui s'enlèvent. Donc au lieu de nous y attaquer, on a ici les Ice Blasters. Et ils vont pulvériser de la glace dessus. Et probablement aussi sous l'arche. Parce que regardez ça, c'est vraiment sale. Regardez ça. Regardez. Pourquoi cette voiture est-elle comme ça? Cette GT-R n'a eu qu'un seul propriétaire. Mais on dirait qu'il ne l'a jamais nettoyée. Mais après ça, elle aura l'air toute neuve. Les Ice Blasters commencent par masquer la voiture pour empêcher toute la poussière d'atteindre la peinture. Et ensuite, ils peuvent préparer la glace carbonique. Ce nettoyage à la glace carbonique est vraiment astucieux. Ils pulvérisent de la glace carbonique à haute pression sur les parties sales de la voiture, ce qui permet de la nettoyer en profondeur sans rien abîmer. Ça enlève même une bonne partie du revêtement de protection que les gars vont remettre après. Comme ils utilisent de la glace carbonique, ça ne mouille aucune pièce. Et ça ne fait aucun dégât. Il ne reste qu'un tas de saleté sur le sol après coup. C'est dingue! Tout ce que ça enlève, waouh! Mais regardez ça, les passages de roues ainsi que le dessous de la voiture ont l'air tout neufs. Et même une nouvelle couche d'anti-rouille. 10 fois mieux qu'avant pour cette GT-R. Maintenant, nous pouvons commencer à la peindre. T'en penses quoi? C'est tout neuf, non? Oui. Et maintenant, on passe à la peinture. On devrait pouvoir commencer à préparer la voiture pour la peinture, ce qui veut dire qu'on doit enlever toutes les jupes latérales, le pare-choc arrière, le bouchon du réservoir d'essence et probablement aussi le couvercle du coffre. On doit tout enlever pour que tout soit à nu. Ensuite, on pourra commencer à préparer ce carré arrière et avec un peu de chance, ça marchera. Et nous faisons tout ça chez moi. Alors allons-y. Heureusement pour moi, j'ai réalisé avant qu'on allait devoir peindre la voiture. J'ai donc laissé beaucoup de choses en vrac. Ouais. J'ai commencé par la jupe latérale. Ensuite, les 2 écrous qui maintiennent cette petite pièce qui ferme la porte. Ensuite, les 2 boulons qui maintiennent le loquet de la porte. Et ensuite, je peux commencer à retirer le joint autour de la porte. T'as déjà peint quelque chose? Un cadre de BMX? Aujourd'hui, ça va être un tout nouveau défi. Je suis donc très impatient de voir comment ça va se passer. Pendant ce temps, Kevin s'amusait bien. Le chien est fou. Ouais, il est fou. On doit s'assurer que le panneau latéral qu'on peint est bien dégagé de toutes les autres pièces, comme cette garniture supérieure du montant A ici. Ouais, on a cassé ça dans la dernière vidéo. Quand je dis on, je parle de moi. Et comme j'avais prévu le coup, je n'ai pas bien mis la vitre dans la dernière vidéo. On peut donc retirer les 2 vitres du car arrière et la vitre arrière et les mettre de côté. Ensuite, je peux commencer à retirer le bouchon du réservoir d'essence. On enlève ce coffre, c'est un gros boulot. C'est parti. Les feux arrière se démontent en fait avec le pare-choc arrière. Et encore une fois, j'ai laissé tout ça détaché pour pouvoir le retirer facilement. Il y a plein d'autres boulons de 8 mm qui le maintiennent à l'intérieur du coffre. Et puis bien sûr, les 2 connexions électriques pour les 2 feux arrière. Il est temps de la soulever, d'enlever les roues. Puis je pourrais commencer par enlever le revêtement de l'arche arrière pour pouvoir accéder à la vis qui maintient le pare-choc arrière. Et regardez comme c'est propre en dessous. Les Ice Blasters ont vraiment fait du bon boulot. Une fois que j'ai retiré la vis du côté droit, je peux passer du côté gauche et faire la même chose. Il y a ensuite un boulon de 10 mm qui maintient le bas du pare-choc. Et je dois faire la même chose de l'autre côté, pendant que Kevin est toujours près de cet arbre. Puis, j'ai enfin pu commencer à retirer le pare-choc. Mais pas sans avoir retiré tous les boulons du diffuseur arrière. Matt, on a engagé un mécano amateur. Oui, c'est vrai. Bienvenue dans la pluvieuse Angleterre. Ouais, alors, c'est ça, Qu'est-ce qui se passe ici? On pensait s'amuser en jouant au mécanicien dans l'allée, mais maintenant, il pleut. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la peindre. Maintenant, dans le jardin.
D'accord. J'ai une cabine de peinture gonflable. D'accord. Elle est énorme. T'as déjà peint quelque chose? Non. Bon, t'en penses quoi? Tu sais ce qu'on dit à propos de la peinture? C'est vraiment facile, c'est vraiment facile. Ouais, n'importe qui peut le faire. C'est ce que je pensais, dans son genre. Ouais. Bon, on est à l'étape suivante maintenant, Matt. Au moins, on a déjà un côté qui est déjà mouillé. C'est vrai. C'est vrai. La dernière chose que je dois enlever, c'est le coffre. Je commence par la jambe de force hydraulique, puis les 3 boulons de chaque côté qui fixent les charnières au reste de la voiture. Maintenant, pour déconnecter complètement le coffre, je dois enlever la garniture et déconnecter tout le câblage à l'intérieur. Mais à ce stade, c'est plus rapide de juste le glisser à l'intérieur de la voiture. Préparez les zones soudées à la main avec du P180. P180. À la main. Maintenant, on peut commencer à préparer la voiture. Mon carrossier m'a laissé quelques instructions à suivre, et je pense que si on s'y tient, on devrait obtenir un beau résultat. Enfin, si tout se passe bien. Prochaine étape, DA, le reste du panneau avec du 180. DA, 180, le reste du panneau. On m'a dit que le secret de la peinture réside dans la préparation. On doit s'assurer que la surface est parfaite avant de mettre la moindre touche de peinture, donc tout ce ponçage est super important. Et puis il s'est mis à pleuvoir. Ensuite, on doit recouvrir tout le métal exposé avec de l'époxy. Mais il pleut en ce moment. Nous avons décidé de couvrir la voiture pour la mettre à l'abri en attendant que la pluie s'arrête. La mission a échoué. Ouais, la mission a échoué. C'est trop humide pour bricoler dans l'allée. Nous y voilà. C'est l'heure de la cabine de peinture. Si vous vous souvenez bien, nous avons dépensé au total 36 460 livres sterling pour acheter et reconstruire cette GTR. Et les GTR similaires coûtent environ 55 000 livres et plus. Donc, pour rester dans mon budget, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de la peindre moi-même. J'ai cherché une cabine de peinture sur eBay et j'ai trouvé plein de cabines gonflables. J'ai fini par en trouver une d'occasion pour 300 livres sterling sur Facebook Marketplace. Et si ça marche, on aura économisé pas mal d'argent. Quelqu'un a déjà peint une voiture sur une plage? C'est un environnement propre. Ouais. Il n'y a pas de poussière ni de particules légères dans l'air. La plage est l'endroit parfait pour ça. C'est un endroit parfait. Nous allons essayer d'installer la cabine de peinture dans le manège, qui est, oui, recouvert de sable. Mais c'est pour ça que j'ai apporté cette bâche en espérant qu'elle nous empêchera de faire entrer du sable dans la cabine. La voilà! Une cabine de peinture gonflable de 136 kg. On a reçu les instructions. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est du tissu. C'est dingue. Je pensais que c'était du papier mouillé. Merci d'avoir acheté notre stand. Première étape, trouver le tube de raccordement du ventilateur. Ce truc était plutôt cool et bien emballé. Oh, il pleut. Mais nous devions le monter vite, parce que la pluie arrivait et qu'on avait besoin d'un endroit sec. Je pense que c'est le tube de soufflage. On dirait le tube de soufflage. C'est parti. Ouais, parfait. Ça va bien. Oh non, non, par là. Allez, va-t'en. La cabine de peinture était énorme. Bon. Ensuite, on a besoin d'électricité. Non! On s'est trompé dans nos calculs. Il fallait une autre rallonge pour atteindre la cabine de peinture et brancher les souffleurs. Et voici l'un des souffleurs. Puis on a remarqué quelque chose. Pour éviter tout choc électrique, gardez l'appareil à l'abri de la pluie. Si la pluie pouvait rester loin de ça, ce serait un peu mieux. La cabine de peinture est équipée de 2 souffleurs. L'un servait à gonfler la tente et l'autre à extraire l'air. Il souffle de l'air pur dans la tente, puis à travers des filtres qui purifient l'air à l'intérieur pour qu'on ne respire pas que de la peinture. Maintenant qu'on a connecté les deux, on devrait pouvoir le gonfler. Ne l'utilisez pas dehors quand il pleut ou quand il y a du vent. Non, ça dit pas ça, si? Si. Où est-ce que ça dit ça? Étape numéro 3. Ici en bas? Ouais. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur par temps pluvieux ou venteux. On aurait dû lire ça avant. On aurait dû. La cabine n'est pas étanche. Tu plaisantes. Donc... Il est censé y avoir un orage. Non, je plaisante pas, il doit y avoir un orage demain. Mardi 16. Éclair. Ok. On la gonfle pour voir à quoi ça ressemble, parce qu'on est là maintenant. Et on va peut-être devoir attendre que le ciel se dégage pour y mettre la GTR. Mais en Angleterre, il y a du vent et de la pluie tous les jours, donc ouais. Pas étonnant qu'il l'ait vendu sur Facebook Marketplace. Le problème, c'est que ce stand doit rester en place toute la nuit.
car après avoir appliqué l'après, on doit le laisser sécher. Mais on est là maintenant. 3, 2, 1, décollage! C'est simple, c'est de la physique élémentaire. Et la cabine de peinture prend vie. Ça marchait. Mais nous avons fait une erreur. C'est quoi ça? C'est le... Oh non! C'est le trou de soufflage. Parce que ce sont les piliers qui le maintiennent en place. Oh non! Oh, c'est pas possible. Oh, Liam, on s'est trompé. Liam, on s'est trompé. Quoi? On s'est trompé. Pas étonnant que ça souffle à l'intérieur. C'est parce que c'est l'extracteur. Oh mon Dieu. Ça va décoller. C'est ici qu'on devait le connecter. Oh non! Oh non. Ça va juste faire une énorme bulle. Et ça va... C'est le trou de l'extracteur. Elle va exploser. Elle va exploser. J'y crois pas. Nous avons mis les souffleurs dans les mauvais trous. Les deux soufflaient juste de l'air à l'intérieur de la cabine de peinture et pas dans la structure elle-même. C'est pour ça qu'elle était sur le point de décoller. Mais une fois qu'on avait tout réglé, ça avait l'air de marcher. Parce que ça, c'est les piliers. Oh, regardez ça! Ouais! Ah, c'est bien mieux! Une fois la cabine de peinture montée, il ne restait plus qu'à la fixer au sol pour qu'elle ne s'envole pas. Et elle était presque prête à l'emploi. MTV, bienvenue dans ma cabine de peinture de 136 kilos. Enlève tes chaussures avant d'entrer, c'est de la qualité. Nous y voilà! Ouais! Il y a de l'ambiance ici. Waouh! Voici les filtres. Ils filtrent tout l'air pollué. Et à l'avant, il pleut vraiment beaucoup dehors aussi. Ouais, regardez ça. La pluie s'intensifiait. Je crois qu'on a une fuite. Regarde, ça fuit. Oh non! C'est la zone de décontamination. Oh non, Matt! Il pleut à fond à l'intérieur, regarde! Oh mon Dieu! C'est pas possible. Il faut qu'on trouve un plan, là. Ne fais pas ça ici. Freddy avait raison. On avait besoin que cette tente tienne au moins 48 heures. Et qu'elle soit propre et sèche. Il n'y a aucune chance que cette tente tienne 48 heures. Avec le temps anglais. Il y a littéralement des flaques d'eau qui se forment dans le manège. Il faut qu'on démonte ça, sinon ça va littéralement exploser. Ça va faire boum. Le poids de la pluie faisait écrouler la tente. Elle s'écroule. Oh non! Elle s'écroule, elle s'écroule. Ça y est, c'est mort. C'est mort. Pourquoi ça a baissé? C'est mort, mec. Il n'y avait plus rien à faire maintenant. Nous avons dû admettre notre défaite. Bon, ça n'a pas marché du tout. On a appris notre leçon. On a fait ça pour que vous n'aviez pas à le faire. Amenez votre voiture au carrossier. Parce que ça va vous coûter 300 livres. Et c'est exactement là où nous sommes allés ensuite. Retour au carrossier. Au carrossier! Et vraiment, nous sommes revenus à la case départ et nous avons poncé le panneau avec du P180. N'oubliez pas que la préparation est essentielle. On doit donc s'assurer que tout est en place. Une fois que j'ai passé le DA sur le panneau, je peux faire les coins à la main en m'assurant de bien passer partout, même à l'intérieur du réservoir d'essence. Une fois que tout est prêt, je peux entrer dans la cabine de peinture. À la fin de la vidéo, nous allons additionner le coût total de tout le matériel qu'on a utilisé pour peindre cette voiture. J'ai l'impression que ça va coûter un peu plus que notre cabine de peinture à 300 livres. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Enlever toute la poussière des panneaux. Ok, tout est prêt. On va enlever la porte, parce que on doit aussi peindre l'intérieur de cette porte. Donc, on la démonte. Nous avons déjà enlevé cette porte plein de fois. Il y a un seul boulon qui maintient la sangle de contrôle en place. Un écrou en haut de la charnière de la porte, un écrou en bas de la charnière de la porte, puis il suffit de débrancher le câblage. Ensuite, Matt et moi pourrons soulever la porte de la voiture et la sortir de la cabine de peinture. La prochaine étape, c'est le nettoyage. On essuie tout.
La prochaine étape, c'est le nettoyage, et on va utiliser cette lingette pour panneau. Je vais le redire, la préparation, c'est la clé. Donc on doit être sûr à 100% qu'il n'y a pas de poussière ou quoi que ce soit qui pourrait se retrouver sous la peinture. Ensuite, on passe à l'étape suivante qui consiste à tout masquer. Vous pouvez voir que je le masque depuis l'arrière du panneau. C'est ce genre de petites choses que je n'aurais pas su faire, mais c'est l'expérience des carrossiers qui m'a vraiment aidé ici. Une fois que tout est masqué, on peut continuer à travailler sur le reste de la voiture avec du papier brun et des bâches. Et là, nous sommes presque prêts à commencer la peinture. Regardez ça. Tout l'équipement. Aucune idée. C'est pas mal, hein? J'ai acheté tout ce matos en espérant pouvoir peindre cette voiture chez moi. Mais ça n'a pas vraiment marché. Mais au moins, je peux toujours l'utiliser. J'ai tous les pistolets à peinture, la combinaison, un masque et la ceinture qui s'attache autour de la taille. Et l'éclipse pour attacher la ceinture. Première étape. Appliquer l'après-époxy qui recouvre le métal nu et l'empêche de rouiller. Je pense que c'est ça. Bienvenue dans mon boudoir. Mets ça là. Ok. Commence par les bords, puis avance vers l'intérieur. Y a une technique particulière ou tu fais juste... Ouais. La ceinture est plutôt cool en fait. La ligne d'air y est fixée et envoie de l'air comprimé au pistolet tout en envoyant de l'air au masque. La seule chose qui n'est jamais peinte, c'est un cadre BMX. Mais peu importe. J'ai continué à m'acharner. Je n'avais pas vraiment idée de ce que je faisais. Mais c'était sympa d'être au garage. Comme ça, si je faisais une erreur, ils pouvaient me remettre sur la bonne voie. Mais pour l'instant, j'essaie juste de recouvrir toute la voiture avec de l'après-époxy. À ce stade, c'est juste une belle couche fine qui recouvre tout. Ok, très bien. Exactement ce que Chris a dit. Une belle couche fine qui recouvre tout. C'est ce que j'essaye de faire. Mais peut-être que ma technique n'est pas tout à fait au point. Tu vois comme il fait de petits mouvements? Pour la couche de base et la couche transparente, il faut faire des coups... faut que ce soit plus long. Ouais. Mais peu importe, l'après-époxy est appliqué et j'ai la couverture dont j'ai besoin. Mais c'est juste la première étape de la peinture de la voiture. La prochaine étape consiste à nettoyer le pistolet, c'est pourquoi le carrossier dispose bien sûr d'une machine spéciale. Ce sera beaucoup plus facile à utiliser la prochaine fois. Après ça, on pourra passer à l'après à haut pouvoir couvrant. Ensuite, l'après à haut pouvoir couvrant. C'est un après plus épais, qui devrait couvrir toutes les imperfections du panneau. Toutes les rayures plus profondes ou les marques douteuses que j'aurais pu faire avec l'après époxy. Et cela fait une belle couche sur laquelle peindre. Il faut que ce soit un petit peu plus épais. J'ai été assez délicat avec cette peinture, car je ne voulais surtout pas faire de coulure. Mais c'est là que l'expérience compte. Comme Chris l'a dit, je devrais vraiment appliquer cette peinture de manière plus épaisse. Mais ça ne peut pas être parfait du premier coup. Et voilà, l'après est terminé, on peut y aller. C'est quoi ça? C'est comme une poudre. Mais c'est quelque chose qu'on peut poncer. Parce que si on essaye de poncer tel quel, on ne voit pas vraiment. On ne voit pas ce qu'on ponce. Ah, je vois. Ouais, ok. On se fie juste à son intuition. Mais une fois que c'est appliqué, le but est de poncer tout ça. Et comme ça, on peut voir ce qu'on ponce. Ok, je vois. Et tu sais que c'est plat. C'est plutôt astucieux. Passons à l'étape suivante. Je prépare le panneau que je viens d'apprêter. Pour le préparer, on doit s'assurer qu'il est bien lisse. Pour l'instant, c'est assez rugueux parce que j'ai appliqué une couche très fine. Maintenant, j'utilise du papier à poncer de grain P500 qui est plus fin pour poncer ce panneau et lui donner un fini vraiment lisse au toucher. Et cette poudre noire m'aide vraiment beaucoup. Je sais qu'une fois qu'elle aura disparu, j'aurai fait un bon job. Aussi, pendant que j'y étais, j'ai démonté la porte parce que, comme Chris l'a dit, c'est probablement une bonne idée de peindre aussi l'intérieur de la porte. Et pour préparer la porte, on a juste besoin de la poncer avec du papier à poncer P500. Donc l'idée derrière le mélange, c'est pour éviter d'avoir un bord net avec un collet. D'accord. Tu estompes la couleur sur la porte, puis tu appliques une couche de vernis sur toute la porte, ce qui masquera la différence entre les deux couleurs, si il y en a une. Fusionner un autre panneau demande pas mal d'habileté, et peut être assez visible si vous vous trompez. Donc je suis content que les gars d'Allied Automotive soient là pour m'aider, car c'est quelque chose que je n'aurais probablement pas tenté chez moi. Maintenant, la voiture est de retour dans la cabine de peinture et on a remis notre masque. Voilà la porte. On est prêt à la peindre cette fois. Mais cette fois, la porte arrive aussi. Après ça, j'utilise ce chiffon adhésif pour enlever toute la poussière et la saleté qui collent au panneau.
Et frotter ce chiffon sur le panneau crée de l'électricité statique. C'est pourquoi Chris a sorti un pistolet anti-statique. Je n'ai jamais vu ça avant, mais en vaporisant ça sur le panneau, ça enlève toute l'électricité statique. Maintenant, nous avons un panneau supérieur d'occasion, tout neuf, grâce aux gars de Litchfield. Vous verrez ce qu'on en fait. Peut-être après cette vidéo sur la GTR, si vous êtes abonné à ma chaîne, bien sûr. Un de ces gars m'a donné ça. Il a dit que c'était de la même couleur, mais pour être sûr que c'est vraiment la bonne, on va vaporiser un peu de peinture pour que ce soit exactement de la même couleur que le panneau latéral. Après ça, on va mélanger la peinture. Chris tape le code de la peinture dans l'ordi. Ensuite, on va avoir une liste de tous les colorants à ajouter dans le pot et les quantités à mettre pour obtenir le bon code de peinture. On commence donc avec ça. Et vous pouvez voir le poids diminuer à l'écran ici. On continue jusqu'à ce que ça affiche 0 en faisant gaffe à ne pas en mettre trop. Après ça, l'ordi nous dira quel est le prochain chiffre. Par exemple, W214 est le prochain et on n'a besoin que de 8,5 grammes. Nous avons dû ajouter plein de couleurs différentes pour obtenir la bonne couche de peinture. Après ça, on peut tout mélanger et l'appliquer. Ok ? C'est parti ! Nous y voilà, ma première couche de peinture. Cette fois, j'essaye de faire des coups longs et réguliers sur tout le panneau pour obtenir une belle couleur uniforme. Mais j'avais l'impression que la couleur de la peinture n'était pas tout à fait la bonne. Ça a l'air vert. Ça a l'air vert ? Ah ouais, c'est vrai que ça a l'air vert. Ça me semble vert. Peut-être que la couleur changera après séchage. C'est un peu comme de la peinture à base d'eau. On pourrait la sécher avec cet appareil. Mais je n'étais toujours pas convaincu que c'était la bonne couleur. Et j'avais raison. Matt, il y a un problème. 1, 4, 1, 1. 1, 4, 1, 1. C'était où ? Là ? Ouais. Ouais. C'est le jaune que t'as pris. Un peu de jaune ? Ouais. Lequel j'ai pris ? Je dirais le 1, 1, 4, 1. Ah ouais, c'est jaune. Oh mon Dieu, je suis tellement dyslexique. T'as mis la mauvaise. Je trouvais que ça avait l'air vert. C'est pour ça que c'était vert. Attends, c'est lequel le 1, 4, 1, 1 ? Là. Et j'ai pris le 1, 1, 4, 1. C'est de quelle couleur ? Violet. Violet. Ah ok. Et ouais. Et ça, c'était jaune. C'est pour ça que ça a l'air vert. On peut encore y aller ? Ouais. Bon, j'ai mélangé les peintures. C'est facile à faire, et certains diraient que c'est une erreur de débutant. Et vous avez raison, je suis un débutant. Mais au moins, on a le bon code de peinture maintenant. Et la peinture est bien mélangée. J'ai appliqué la bonne peinture cette fois-ci, et puis j'ai séché cette couche au séchoir. Et puis pour la dernière couche, Chris est intervenu non seulement pour appliquer la dernière couche sur le quart, mais aussi pour estomper la porte. Ok, Chris a fait du bon travail pour faire fondre la porte. Et pour l'instant, je trouve toujours que la couleur ne rend pas bien, mais il reste encore la couche transparente à appliquer. 2 couches de vernis transparent, mais c'est là qu'on pourrait vraiment tout rater. Et surtout, on ne veut pas être là après minuit. Chris va mettre la couche transparente maintenant, mais avec un peu de chance, tout sera fini et brillant. Mais je trouve toujours que c'est un peu sombre, mais c'est peut-être ma faute. J'ai peut-être mélangé les mauvaises peintures. Maintenant, c'est le moment de mettre la couche transparente, celle qui rend la peinture brillante, parce que pour l'instant, elle a un aspect plutôt satiné. Normalement, on fait ça sur au moins 2 jours, pour être sûr que tous les gaz de l'après et les couches en dessous soient bien évacués. Mais comme le carrossier me laisse utiliser sa cabine de peinture le soir, on n'a pas beaucoup de temps. Donc nous avons réussi à faire tout ça en une journée. Mais on n'obtiendra jamais une finition parfaite. C'est pour ça que je laisse Chris s'occuper de la couche transparente, parce que c'est l'une des étapes les plus délicates et les plus faciles à rater. On ne veut pas de coulure à la fin. Après 2 couches de vernis transparent, le boulot était presque fini. Je trouve toujours que c'est sombre. Non, je pense que c'est tout à fait ça. Je pense que c'est juste parce que c'est tellement propre. Ouais, c'est vraiment propre. Ouais. Ça a l'air bon par contre. Regarde comme ça brille. Ouais, c'est dingue. Je pense qu'on pourra pas s'en rendre compte avant d'avoir tout remonté. Mais on doit attendre que ça sèche avant de toucher quoi que ce soit. À demain matin. Le lendemain matin, la vitre du car arrière a été mise, ainsi que la vitre arrière. Car les nouvelles étaient bonnes. Ah ouais, ça a l'air génial. Ouais. Ouais, ça a l'air génial. Merci à moi. Il s'auto-congratule. Ça a l'air dingue.
Ça a l'air un peu vert, non? Ferme-la. Straight from the Middle East, lit like a rocket. Give me a bit, I'm a rocket. Feeling like Rocky, fit in my pockets. Bipolar man, humble and cocky. They try to copy, give me the money. I need my greens like it's broccoli. Boum. J'ai déjà assemblé une partie de la porte. Il ne reste plus qu'à assembler le reste, puis à l'améliorer. Il nous reste quelques modifications à faire. Merci encore au garage Allied Automotive de nous avoir prêté la cabine de peinture après que nous ayons complètement raté notre tentative avec notre cabine gonflable de 136 kg. Et maintenant, j'en sais un peu plus sur la façon de peindre une voiture. C'est pas facile, c'est sûr. Mais maintenant, je sais ce que je fais. Donc, je remonte la GTR et ça commence à prendre forme. On a déjà tellement travaillé sur cette voiture et je ne l'ai toujours pas vraiment conduite. Alors j'espère pouvoir la conduire correctement à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, je dois remettre tous les joints de porte et toutes les garnitures en place. Et j'ai enfin pu remettre les garnitures intérieures en place, ainsi que la ceinture de sécurité côté conducteur. Ouais! Tout l'intérieur est fait. La porte est installée, les garnitures et les joints sont en place. C'est l'heure des mods. Je crois que c'est l'heure des mods. Ça a l'air... Le bouchon du réservoir, on a oublié de le peindre, donc il est encore au garage. Oh mon Dieu, regardez cette GTR. Pas cher et correcte. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de commencer les modifications et on pourra enfin améliorer cette voiture et la faire rouler enfin pour la première fois depuis l'accident. Regardez mes modifications. Bon, d'abord, on a ça. Une jupe latérale entièrement en fibre de carbone, style Nismo, qui va remplacer la jupe latérale standard. Donc, je pense que ça devrait... Je sais pas trop si ça va aller, parce que c'est super rigide, alors que la jupe latérale, elle est vraiment souple. Donc, ça doit être vraiment parfaitement ajusté. Ouais, ça doit être à peu près parfait pour que ça s'adapte bien. Je pense qu'on va devoir insister un peu pour la mettre en place, mais on va essayer. Je vais d'abord installer les nouvelles jupes avec des clips tout neufs, puis les aligner sur la voiture pour voir si elles s'adaptent bien sans avoir à faire de modifications. Ce n'était pas trop mal, mais je vais faire comme Mansory et ajouter un peu de Tiger Seal sur chaque clip. Pour être sûr que cette jupe latérale reste bien en place, surtout avec ce que j'ai prévu de faire plus tard. Et voilà, tout est en place. Ça a l'air bien plus agressif maintenant. Regardez ce look beaucoup plus agressif. Alors que là, c'est juste plat. C'était nécessaire. Et bien sûr, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Mais cette fois, j'ai enlevé la porte pour que ce soit un peu plus facile à installer. Une fois installée, je peux mettre la GTR sur la rampe, car on ne peut pas poser les jupes latérales sans avoir installé le séparateur avant. Pour une raison que j'ignore, Nissan a décidé d'utiliser des rivets pour fixer le séparateur avant au soubassement. Il y a un boulon là. Mais il y a aussi le bas d'un rivet. Est-ce que ça va être rifté et boulonné? Ah, je pense qu'on va devoir enlever le pare-choc. T'as besoin d'un peu de force, non? Ouais, j'ai besoin de force. Ça fait un moment là. Et c'est l'heure de manger, non? Je pense que si t'avais un truc plein de protéines, de vitamines et de minéraux, tu pourrais peut-être t'en débarrasser. C'est plein de protéines, n'est-ce pas? C'est une bonne idée. Et il fait vraiment chaud en ce moment. Il fait vraiment chaud. Tu sais quoi? Regarde toutes ces saveurs aussi. Ça chauffe. Happy banana? Non. Café froid? Non. Baie fraîche? Non. Mangue. Mangue. Parce qu'il fait chaud, c'est un Y-food. Parfait. Donnez-moi un coup de main pour enlever ce séparateur avant. Tu sais ce que c'est? C'est pas un shake protéiné. Non. C'est une boisson de remplacement de repas. Mais tu sais pourquoi? Ça pourrait être un shake protéiné, mais c'en est pas un. Non. Y-food est une boisson qui remplace un repas. C'est parfait pour les gens qui sont toujours en déplacement comme moi. Ça remplace tout simplement n'importe quel repas de la journée et vous apporte tous les nutriments et vitamines dont votre corps a besoin. D'accord, j'ai serré tous les boulons. On va voir si ça bouge. Oh! Ça pourrait être un morceau complètement différent. Je sais pas trop. Mais ce que je sais, c'est que ça contient 26 vitamines et minéraux. C'est riche en fibres, en protéines, c'est sans lactose, sans gluten et surtout sans sucre ajouté. C'est bien mieux de boire un de ces trucs que d'aller chez McDonald's à midi. Et ça, on le sait vraiment tous. On dirait que Nissan a conçu le séparateur inférieur et le soubassement en une seule pièce. Ce qui est plutôt logique. Ça donne beaucoup plus de structure et j'espère qu'en dévissant tous ces boulons de 10 mm, je pourrai le séparer du pare-choc.
Ça a l'air plutôt bien. Il y a plein de parfums différents. Je vais prendre celui-là pour le petit déjeuner de demain. Il y a une bannière en bas de l'écran où vous pouvez obtenir un code de réduction pour votre pack dégustation. Et vous pourrez me dire quelle est votre saveur préférée. Je penche plutôt pour celui à la mangue. Il est pas mal celui-là. Merci, YFood. Ouais. Oh, regardez, il a bu de la mangue. Oh mon Dieu, ça c'est un séparateur, non? Maintenant, je peux aligner le nouveau séparateur en carbone avec le pare-choc avant. Mais ça n'a pas l'air aussi facile que ça. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ok. On dirait qu'il faut enlever le pare-choc. Sinon, on ne peut pas atteindre les boulons qui sont en dessous. On n'y arrive pas. Parce que sur le séparateur d'origine, il y a des trous à l'emplacement des œillets. Ouais, comme un gros... Tu retires les œillets et tu peux y accéder, c'est ça? Ouais, on devrait faire un trou juste là, si on voulait le faire, pour l'enlever. On enlève le pare-choc? Je pense qu'on doit l'enlever. Heureusement pour moi, le pare-choc avant de cette GTR s'enlève assez facilement. Il y a littéralement 2 boulons derrière le revêtement du passage de roue, et le reste est fixé par des clips. J'espère que je vais pouvoir accéder aux boulons pour fixer le séparateur avant au pare-choc. Ah ouais. Oh ouais. Vous pouvez voir ici où les boulons traversent le pare-choc. Et on n'aurait jamais pu y accéder tant que c'était sur la voiture, parce que le séparateur vous empêche d'y accéder. Sur le séparateur de stock, des trous ont été percés en dessous. Et ensuite, vous pouvez passer votre douille dans les trous pour accéder à ces boulons. Mais vous ne voulez pas percer de trous dans cette fibre de carbone. Maintenant que j'ai mis les boulons et fixé le séparateur au pare-choc, je peux le remettre en place sur la voiture. Je dois dire que ces voitures japonaises sont assez faciles à bricoler. Je ne dirais pas qu'elles sont aussi bien construites que les allemandes, mais elles sont nettement plus faciles à bricoler. Et j'apprécie vraiment ça. Maintenant, je vais remettre tous les boulons que j'ai retirés et installer ce pare-choc avant pour de bon, en m'assurant qu'il est bien fixé. C'est installé. Mais on ne peut pas faire l'avant sans faire l'arrière. Donc faisons l'arrière. Ensuite, le diffuseur. Donc on a trouvé ça chez Night Racer, c'est ça? Ouais. Donc un grand merci à Night Racer. On a réussi à trouver le séparateur avant et les jupes latérales. Mais Night Racer nous a trouvé le diffuseur arrière. Donc on espère vraiment qu'on pourra l'installer. Le carbone a l'air mieux. Mais voyons comment ça va se passer, au fond. Bon, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Le pare-choc standard et le diffuseur sont en quelque sorte en 3 parties. Il y a le pare-choc, le diffuseur, puis une sorte de soubassement arrière qui se fixe au diffuseur. La première chose que je vais faire, c'est enlever tous les boulons et les clips qui fixent le soubassement au diffuseur. Et le soubassement est déjà en fibre de carbone. J'ai aussi un transfert sur ce feu anti-brouillard arrière, qui s'intègre très bien dans le nouveau diffuseur. J'ai ensuite pu retirer ce soubassement inférieur avec l'ancien diffuseur arrière en un seul morceau. Vous voyez que c'est un énorme panneau. Après ça, je vais séparer le soubassement inférieur du diffuseur. Voilà. Une grande pièce en carbone. Maintenant, je peux installer le nouveau diffuseur arrière, un gros diffuseur en fibre de carbone, et ça a vraiment fière allure. Mais il y a un problème. Voici le diffuseur de rechange, et ça, c'est le soubassement d'origine. Mais on pense qu'il glisse dessus pour s'installer. Sinon, on perd tout le soubassement qui est nécessaire pour l'aérodynamisme. Mais le problème, c'est que ça ne s'adapte pas vraiment au diffuseur d'occasion. Pour pouvoir installer ce diffuseur arrière, on doit couper le diffuseur en carbone standard, ce qui n'est vraiment pas donné. Si on le coupe, ça veut dire qu'on pourra l'installer. Je pense que je vais couper les bords, parce qu'on a juste besoin que ces trous soient alignés avec ceux-là, en réalité. Mais t'en as même pas besoin, non? Non, on n'en a pas besoin, mais ce serait cool d'en arriver là. Comme ça, on pourrait tout boulonner. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu voulais l'installer. On peut pas risquer de casser ce diffuseur, parce qu'on en a presque fini avec cette voiture. Ouais, exact, et sans ce diffuseur, ça ne rendra pas bien. Pas du tout. D'accord, très bien, je vais m'y mettre alors. Je pense que c'est mieux pour moi de ne pas regarder le prix de ce soubassement en fibre de carbone, parce que je suis actuellement en train de le détruire.
pour installer notre nouveau diffuseur en fibre de carbone. J'espère qu'en coupant cette partie ici, je pourrai le glisser dans le nouveau diffuseur arrière en fibre de carbone. Et heureusement pour moi, ça a l'air de marcher. Je peux le glisser directement, et tous les trous des boulons s'alignent. Maintenant, j'ai installé le diffuseur arrière de rechange avec le soubassement arrière d'origine. Croyez-le ou non, ça a l'air d'avoir marché. On a toujours un soubassement et aussi un diffuseur. On a laissé tous les écrous un peu desserrés, au cas où on aurait besoin de déplacer quelque chose une fois que tout sera sur la voiture. Il est assez tard dans la nuit. Et les mouches et les papillons commencent à arriver. Regarde, on voit la lune. Regardez la lune. On doit réparer ça, parce que c'est avec ça que je rentre chez moi. C'est comme ça que je rentre chez moi. Donc, remettons ce pare-choc en place. C'est le grand final. On va enfin pouvoir voir à quoi ça va ressembler. On a encore quelques modifications à faire, mais on verra si on arrive à tout montrer dans cette vidéo. Voyons voir si ça va bien. Pendant que je remettais le pare-choc arrière et le nouveau diffuseur sur la voiture, je me suis demandé si ça valait vraiment le coup de passer du temps à peindre nous-mêmes le car arrière. On a utilisé beaucoup de matériel et passé beaucoup de temps à le faire. Et je voulais faire le compte de toutes les pièces qu'on avait utilisées. Commençons par le début. Le papier à poncer grain P180, 15 livres la boîte. Le DA, celui qu'on a utilisé au garage, coûtait 400 livres. Le compresseur pour la conduite d'air, 600 livres. Nettoyage du panneau, 20 livres. Tout le ruban adhésif et le panneau brun, en tout 80 livres. Les pistolets à peinture, 1535 livres. La combinaison qui comprend aussi cette ceinture, 80 livres. Le masque, 414 livres. L'après époxy, 120 livres pour le kit. Après à haut pouvoir couvrant, 80 livres pour le kit. Le truc au charbon, 23 livres. Papier à poncer, grain 500, 15 livres. Chiffon adhésif, 16 livres. Le pistolet antistatique, 1995 livres sterling. La peinture pour la voiture, 120 livres sterling. Ce truc qui souffle à l'extrémité du tuyau d'air, 87 livres. Et le vernis transparent, 200 livres pour le kit. Et ça, c'est sans parler de la cabine de peinture qu'on a utilisée, de la machine à mélanger la peinture, de la machine à nettoyer les pistolets à peinture, et plein d'autres trucs. Mais ça fait quand même un total de 5810 livres sterling. Bien sûr, je vais pouvoir utiliser beaucoup de ces outils pour un autre boulot. Mais ça aurait coûté combien si j'avais juste fait repeindre ça chez le carrossier? Combien ça coûterait de repeindre un car comme ça? Probablement environ 1000 livres. Je vais donc vous laisser décider si ça en valait la peine ou pas. Pour moi, l'expérience d'apprendre à le faire valait bien plus. Et maintenant, je vais vous montrer le résultat. Don't give me this. Don't give me lip. That's what you get when you act a fool. Just one of these days. C'est la première fois que je conduis cette GTR. Elle a l'air super bien. Allons-y. Gonna get personal. C'est vraiment un rêve. La voiture est magnifique. Oh, quelle voiture! Et elle roule aussi super bien. C'est un peu pour ça qu'elles ont été conçues. Le jardin derrière la maison avec la GTR. Comment on arrive à faire ça? C'est dingue. Regardez ça. Regardez ça. Ouais! Oh mon Dieu! Quelle voiture! Pourquoi elle sonne aussi bien? Ça sonne bien, j'entends wouch, wouch, wouch. C'est dingue. Bon, voyage réussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de me donner un like. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out. À l'aide! Like a drug that I just can't deny.